Alors, il est un petit peu plus de 23 heures sur Europe 1, l'heure où l'on peut se laisser aller aux confidences. Alors, si vous vous sentez un peu tourmenté, un peu perdu face à une situation que vous n'arrivez pas à démêler, eh bien, appelez-moi au 39 21 et ensemble, ainsi qu'avec l'aide de celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, eh bien, nous essaierons de vous aider à avancer. Alors, ce soir, au 39 21, vous serez accueillis par Quentin et Asiba, sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous souhaitez participer, apporter votre soutien à un auditeur, vous pouvez nous rejoindre à ce même numéro. Vous pouvez également nous faire part de vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ou nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Bonsoir. Pour commencer, je suis contente de vous avoir au téléphone parce que je vous écoute déjà depuis pas mal de temps, pas très régulièrement parce qu'au départ je vous écoutais surtout quand je roulais la nuit en voiture. Oui. Et vous roulez moins alors? Je fais un peu moins de déplacements ces derniers temps, donc je vous écoute le soir avant de m'endormir. Oui. Et donc en fait, j'ai appelé hier soir parce que j'arrivais pas à m'endormir et puis j'ai Et vous n'avez pas eu le temps de passer à l'antenne hier soir. Voilà, tout à fait. Et donc c'est parce que j'ai c'est un souci qui me tourmente un de plus par rapport à tout ce que je peux avoir. Et c'est parce que j'ai rencontré donc un jeune homme il y a pas très longtemps. C'était à l'occasion du week-end de Pâques. Oui. Et donc en fait j'ai été vers lui parce qu'il avait un husky et moi-même j'ai 2 huskies et 2 autres chiens. J'aime beaucoup les chiens, j'aime le chien de traîneau. Et ces derniers temps en fait de mon côté j'étais un petit peu pas très très bien dans ma peau et puis je culpabilisais aussi de m'occuper moins bien de mes chiens, j'avais plus tellement le goût à les sortir et de rencontrer ce jeune homme, ça m'a redonné l'envie de sortir avec mes chiens, d'aller faire des promenades, voilà. Mais surtout qu'ils en ont besoin, ces chiens-là. Tout à fait, oui. Oui, si vous ne sortez pas, ils vont être malheureux, Donc depuis Pâques, en fait, on s'est retrouvés régulièrement pour promener nos chiens ensemble. Mais c'est un jeune homme dont la situation amoureuse est compliquée. Il m'a expliqué très très rapidement, il a été clair avec moi. Il m'a expliqué qu'il était en train de se séparer, donc lui il a 28 ans et il se sépare d'une femme qui a 45 ans. Mais avec qui il vit apparemment depuis 12 ans. Et il m'a expliqué que ça fait 6 mois qu'il lui a annoncé qu'ils allaient se séparer, mais qu'il voulait faire ça en douceur. Il l'a connu hyper jeune. Oui, tout à fait. 16-17 ans, je crois. Et, il a 16 ans, oui. Et donc il voulait faire ça en douceur. Et puis, au départ, on a discuté en tant qu'amis, puisqu'il y a quand même des liens qui se sont tissés. On a des affinités, on a une facilité à discuter ensemble. Et moi, je l'ai mis en garde quand même quand il me racontait un petit peu sa situation, où ils vivaient toujours ensemble, où finalement ils partagent toujours le même lit. Je lui ai dit, mais est-ce que depuis le temps que tu lui as dit ça, avec tout le temps qui s'est passé, elle peut-être qu'elle n'a pas vraiment conscience en fait de la séparation, parce que moi je suis une femme et je me dis que si mon ami me dit je vais te quitter mais qu'il reste avec moi, dans ma tête je vais me dire non, finalement il me quitte pas. Et en fait cette femme, quand elle a appris qu'on faisait des promenades ensemble, elle m'a téléphoné, elle m'a fait des menaces. Et donc je me suis dit ça sent vraiment pas bon.
je vais... Tant pis pour les chiens. Enfin, bon, moi, j'ai repris goût à la marche, donc c'est pas... j'avais l'intention un petit peu de couper court à cette relation. Et puis finalement, il m'a dit qu'il avait donc mis les choses au point avec cette personne, que du coup, donc il s'est mis à dormir dans le canapé, qu'il lui a dit qu'il fallait pas qu'elle me fasse de mal parce que j'y étais pour rien. Et puis, enfin bon, que de ce côté-là, il n'y avait plus de soucis. Alors ça, c'était dans un premier temps. Et puis, en fait, il y a 2-3 jours, au retour d'une promenade, il m'a avoué que bon, voilà, il avait quand même quelques sentiments pour moi et que il avait envie que ça aille plus loin. Et c'est là où je suis un petit peu perdue, en fait. Oui, parce que pour le moment, il ne s'est rien passé entre cet homme et vous. Non. Mais oui, mais c'est là où lui-même est quand même est pas très clair, hein. Parce que il ne s'est encore rien passé entre vous. Il annonce à cette femme qu'il veut se séparer d'elle, mais bon, apparemment, il dit en douceur, mais alors ça, c'était bien avant qu'on se rencontre. Oui, mais enfin, de passer du lit au canapé, c'est pas une solution. Quand on se sépare, on se sépare. Et puis quand on se sépare, c'est qu'on a déjà une relation ou enfin. Pas forcément d'ailleurs, hein. Je veux dire, on peut se séparer même si on n'a personne d'autre. Mais certainement que, bon, on n'est pas dans la tête de cet homme, mais que ça doit être compliqué parce qu'il y a une différence d'âge importante entre eux. Finalement, il l'a connu jeune et que cette femme représente un point d'attache important pour lui et que visiblement c'est pas si simple pour lui de se séparer d'elle. Alors, vous représentez, il a un coup de cœur pour vous, ça certainement. Hein, quand il est certainement sincère, quand il dit qu'il aimerait se rapprocher de vous, aller plus loin avec vous. Mais pour autant, c'est la situation reste encore très très incertaine parce que il a besoin au fond d'aller se confier à cette femme avant même d'avoir démarré quoi que ce soit, ce qui témoigne d'une certaine immaturité d'une certaine façon, d'aller tout lui raconter, d'aller se confier comme ça. Après, je sais pas exactement ce qui s'est passé de leur côté. Je sais que donc il m'avait dit dès le départ qu'il était en cours de séparation avec une femme qui était extrêmement jalouse. Oui, mais il y a de quoi. Dans un sens, au fond, en cours de séparation, c'est si vous voulez, c'est pas en cours de séparation, c'est soit on peut pas dire je me sépare ou je me sépare à moitié, parce que pour le coup, bien sûr que ça attise la jalousie. Ah ouais. Et... C'est là où, si vous voulez, il se comporte encore comme il attend presque soit qu'elle lui fixe des limites, soit il y a quelque chose d'un peu. Il aurait pu, après tout, commencer quelque chose avec vous, ou après tout, c'est à lui, c'est sa part de responsabilité. Or, il va lui parler, lui dire qu'il est prêt à se séparer d'elle, mais elle, évidemment, à un moment, elle vous a vu ensemble, donc elle s'est doutée qu'il y avait peut-être quelque chose avec vous, à savoir qu'est-ce qu'il lui a raconté. Vous voyez, il assume pas grand-chose dans cette histoire. On habite dans une... Enfin, moi, j'habite dans un petit village à côté d'un petit bourg, et les choses vont très vite. Ce sont des amis à lui, en fait, qui sont allés lui dire « Ah, mais en fait, c'est avec une femme qui se promène. » Parce qu'il lui avait bien dit qu'il allait faire des balades avec quelqu'un qui avait des huskies, mais voilà. Il était resté évasif, en fait, a priori, de ce que j'en sais.
Bon. Et par contre, au niveau de sa situation, donc je l'ai recroisé ce matin en allant faire des petites courses. Et on a discuté un petit peu. Donc là, bon, pour lui, il y a en plus, c'est vrai que ce qui me fait un petit peu peur dans tous les cas, c'est que c'est un jeune homme qui, pour le moment, n'a pas de travail, n'a pas de permis. Par contre, il semble pas manquer de volonté, puisque il fait du travail au noir en attendant pour pouvoir quand même avoir un petit peu d'argent pour lui. Et donc là, il était assez content parce qu'il me dit là j'ai trouvé un bon travail. Donc ça reste du travail au noir. Donc il dit faut que j'aille à droite à gauche, trouver le matériel, etc. pour pouvoir faire ce travail. Il est jardinier en fait. Et donc il me dit dans 2 mois j'aurai mon appartement, ça y est, je vais avoir mon indépendance. Mais alors on a parlé de lui, mais vous finalement au fond qu'attendez-vous, que vous inspire un peu cette situation? En fait il y a plein de choses qui se mélangent, qui me trottent dans la tête. Déjà, tous les échecs sentimentaux que j'ai pu avoir. Déjà d'une parce que les relations que j'ai pu avoir avec des hommes en général n'ont pas duré tellement dans le temps, c'est-à-dire de l'ordre de 2 à 3-4 mois, pas plus. J'ai eu 2 histoires qui ont duré, dont une j'ai vécu avec un homme pendant 2 ans, mais ça s'est très mal terminé. Il était alcoolique, ça s'est très mal fini. Et l'an dernier, en fait, j'ai vécu pendant presque 10 mois avec un jeune homme qui avait 10 ans de moins que moi. C'était la première fois que je fréquentais quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi. Ce qui est le cas là dans cette histoire? Alors là, en fait, moi j'ai 32 ans, donc on a 4 ans d'écart. Oui, donc non, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, ça reste. C'est vrai que dans tous les cas, dans toutes mes histoires, j'ai toujours quand même été avec des hommes assez immatures. Je pense que c'est parce que j'ai un côté assez dominant, je suis une femme qui a beaucoup construit sa vie toute seule. Je suis toute seule depuis l'âge de 17 ans. J'ai fait beaucoup de choses par moi-même et ça ressort beaucoup. Ça marque une personnalité, je pense, quelque part. Et donc, en fait, j'en suis... Mais vous pourriez avoir un côté un peu dominant dans le couple et que ça fonctionne. Après tout, pourquoi pas? Or, vous me dites qu'au fond, il y a eu beaucoup d'échecs sentimentaux dans votre histoire. Donc... Oui. Parce que c'est pas la même chose, vous voyez, d'être dans un côté un peu avec un côté un peu dominant et des hommes au fond qui par certains côtés acceptent que vous preniez en charge. C'est pas forcément le signe d'une immaturité. Ils peuvent par certains côtés accepter que vous preniez en charge certaines choses sans être totalement immature. Enfin totalement. C'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais sans aller jusque là, c'est en fait quand j'étais plus jeune, j'ai souvent fréquenté des hommes en fait qui avaient entre 6 et 15 voire 20 ans de plus que moi. Et en fait, j'ai toujours cherché quelque part une espèce, justement, j'avais envie de quelqu'un de mature et finalement pour me rendre compte que j'étais peut-être finalement plus mature que ces gens-là. Il y a eu des hommes avec qui je suis sortie et au bout de quelques mois, j'ai dit stop, c'est pas la peine. Moi, finalement, je ne ressens rien et c'était même limite parfois à être un peu écœurée par ces hommes-là, Mais la maturité n'est pas une question d'âge, hein. Donc vous pouvez rencontrer des hommes âgés qui pouvaient vous rassurer parce qu'ils avaient une image peut-être comme ça, un peu parentale, un peu paternelle, et en fait ils pouvaient très bien ne pas être matures en fait. Mais vous savez, en même temps, Marie, on est tous doubles, hein, et on a une face comme ça consciente qui désire ouvertement certaines choses, et puis une face plus sombre, inconsciente qui résiste puissamment aussi.
Donc vous pouvez aussi... Je sais que moi, en fait, avec toutes mes histoires, et j'ai eu des périodes où je me suis dit, je suis très bien toute seule, je vois pas pourquoi j'ai recherché à vivre avec quelqu'un, ça sert à rien, je me débrouille toute seule, etc. Et puis peut-être l'âge, peut-être les rencontres que j'ai faites. Après ma dernière rupture qui s'est passée au mois de novembre dernier, j'avais envie en fait de tomber sur quelqu'un avec qui partager. Alors avec qui peut-être il y aurait peut-être pas forcément une grande passion amoureuse, mais les passions amoureuses, moi, elles ont jamais donné grand-chose au final. Mais avec qui il y aurait peut-être plus de construction, de vraiment une vie de couple. Parce que j'entends moi par une vie de couple, c'est être deux à supporter ce qu'aujourd'hui je supporte toute seule. Mais le problème, pour le moment, Marie, c'est que cet homme est dans une situation où, je le répète, qui n'est pas claire. Tout à fait. Il est honnête avec vous. Oui. Il vous l'a dit, hein, il a annoncé la couleur. Et peut-être ce qu'il faudrait lui dire, c'est que il est important de clarifier un peu les choses, et après tout, alors vous ne pouvez pas, il ne s'agit pas, vous n'avez pas d'exigence à avoir de lui, parce qu'après tout, vous l'avez rencontré le week-end de Pâques, vous promenez vos chiens ensemble, vous éprouvez une attirance réciproque. Bon, vous êtes dit vos sentiments, hein, vous en avez parlé. Alors en fait, si vous voulez, moi, oui. Dans un premier temps, quand je l'ai vu, et puis souvent, enfin, j'arrive quand même à sentir beaucoup de choses comme ça rapidement. Et quand je l'ai vu, c'est quelqu'un qui m'a attirée. Certainement aussi beaucoup par rapport à son chien. La première rencontre a été... je me suis projetée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, quand il m'a parlé de ses soucis, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, alerte rouge, n'imagine même pas quelque chose. Puis finalement, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être sympathique? Oui, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, vous allez... Est-ce que vous n'allez pas au-devant de difficultés aussi, hein? Voilà. Est-ce que c'est pas la partie la plus obscure aussi? Vous savez, souvent, on n'est jamais mieux trahi que par soi-même, hein? Tout à fait. Alors, pour le moment... après tout, le plus sage, mais je sais bien que dans ces situations-là, on est rarement sage, hein, mais bon, vous m'appelez, vous me demandez un point de vue, je vous le donne, serait rien ne vous empêche de continuer à le voir, et de voir de son côté comment sa situation évolue. Alors évidemment, vous me direz, lui, s'il éprouve le désir, parce qu'il serait peut-être bon de voir avec lui, est-ce qu'il souhaitait déjà se séparer de cette femme avant de vous rencontrer, ou est-ce que c'est parce qu'il vous rencontre que il veut se séparer d'elle? Parce que déjà, ça donne quand même quelques indications. Alors en fait, moi, c'est la première chose qu'il m'a dite, c'est que, il m'a parlé vraiment au départ de cette femme comme d'une ex. Puis après, il m'a expliqué cette situation compliquée, que lui, financièrement non plus, pouvait pas sortir de là comme ça, claquer des doigts et partir. Parce qu'il n'a pas de revenus pour elle, par respect pour les 12 ans passés ensemble. Déclaré. Il voulait quand même que ça se passe en douceur. Bon, je pense que ça, il a peut-être pas, c'est sa seule expérience de vie de couple. C'est vrai que moi, des ruptures, j'en ai connu plus d'une, donc c'est sûr que le conseil que je lui ai donné, c'est de faire quelque chose de plus bref et que c'était pas la peine de laisser traîner les choses. Oui, mais en même temps, vous comprenez bien que c'est une histoire de 12 ans. C'est une histoire où en même temps on peut comprendre que cette femme a dû lui apporter aussi beaucoup. Il y a qu'il ait envie de faire aussi, de pas mal se comporter, ce qui après tout je trouvais plutôt rassurant.
Comment ? Je trouve ça très honorable. Je trouve plutôt rassurant qu'un homme essaye, au fond, ne soit pas dans une démarche de dire s'il envisage de se séparer et un comportement quand même élégant vis-à-vis de la femme qu'il a aimée à un moment donné. Donc, après tout ça maintenant, c'est son histoire, il faut voir un petit peu comment lui va gérer cela. Maintenant, vous venez à peine de vous rencontrer. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais, tout ça est tellement récent, je vous le répète, vous n'avez pas à exiger quoi que ce soit de lui. Et c'est peut-être là aussi, quand il vous dit je vais faire ceci, je vais faire cela, qu'il fasse aussi les choses à son rythme. Et vous, de votre côté, quand il vous dit « j'aimerais m'engager avec toi », vous pouvez un peu freiner le jeu. Et moi, j'ai envie de dire, peut-être à ce moment-là... C'est ce que j'ai fait. Non, mais freiner le jeu, freiner le jeu, on peut peut-être aussi aujourd'hui, j'ai envie de dire, réhabilitons un peu le flirt, parce que, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que aussi un homme qui, après tout, on quitte pas la proie pour l'ombre, il peut se dire, si j'ai qu'une amitié avec elle, bon... Mais si vraiment l'attirance est très forte et que voilà, vous pouvez vous engager avec lui, vous pouvez rester dans quelque chose d'un peu léger. Ou après tout, si vous avez envie d'aller plus loin, vous allez plus loin. Ça, votre vie vous regarde. Mais vous n'allez pas non plus. Il y a quelque chose d'un poids, je trouve, dans cette histoire qui ne fait. On est dans le début d'une rencontre et déjà c'est il faut qu'il quitte, il faut. Enfin bon, vous ne savez pas quoi. C'est wait and see. Oui, c'était un petit peu ce que je me disais. Enfin, en fait, c'est comment dire. Donc, quand il m'a avoué ses sentiments et ses envies, moi, je lui ai dit déjà, attention, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup d'hommes et je suis peut-être pas forcément la personne qu'il te faut. Je lui ai dit que de toute façon, moi, je l'aimais beaucoup en tant qu'amie et que j'avais envie de garder cette amitié pour le moment et que c'était bien plus important pour moi qu'une relation. Dans ces cas-là, êtes-vous vraiment honnête en disant ça ? Comme je sais pas où je mets les pieds... Alors dans ces cas-là, restez-en à ce registre-là pour le moment et puis vous verrez bien quelle est la suite. Si vous n'avez pas envie de prendre de risques, vous vous en tenez à ça. On sent que vous avancez sur la pointe des pieds. Alors pour conclure, il y a des messages qui arrivent pour vous. Il y a Catherine qui dit « Certes, cet homme annonce la couleur, mais finalement, il ne veut prendre aucun risque. » Lali qui dit « Laissez faire le temps, vous verrez bien comment la situation va évoluer. » Kojak qui dit « Le chien sert à faire de jolies rencontres et les chiens s'entendent-ils bien comme vous et cet homme ?» C'est important parce que si effectivement les chiens ne s'entendent pas, c'est mal parti. Le subversif dit « La relation s'esquisse à peine. » Pourquoi appesantir la légèreté des débuts en la précipitant d'exigences solennelles ? Et Zabou dit « Désolé, mais un homme qui n'est pas libre n'apporte rien dans la vie d'une femme et dit ce qu'il veut de sa vie actuelle. » Quelqu'un dit « Ce jeune homme semble être immature, sa séparation ressemblerait davantage à une fugue qu'à une rupture. Ne soyez pas sa victime. » Voilà un petit peu ce que j'ai reçu pour vous. Donc des avis différents. À vous de voir, ma chère, mais on vous sent à la fois avec le désir d'y aller et à la fois avec la prudence. Donc écoutez, pour le moment, si vous vous en tenez à une relation d'amitié, pourquoi pas ? Si vous avez envie de vous protéger et que vous le ressentez comme ça, fiez-vous un peu à votre instinct plutôt qu'à votre cœur, j'ai l'impression. Bonne chance à vous en tout cas, Marie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
Des messages qui arrivent au 7 39 21. Quelqu'un me dit, je trouve aussi un peu dur de ne pas rencontrer la réciprocité dans une relation équilibrée et mature. Et pourquoi ne pas s'en tenir à la légèreté? Et puis un autre message qui dit, vous avez raison, réhabilitons le flirt. Je ne vous connaissais pas ce côté midinette. Ah, je trouve pas que c'est être midinette. Hein. C'est non, c'est je trouve que ça va un peu contre l'air du temps où justement tout va très vite, on consomme de tout, y compris l'autre. On rencontre quelqu'un et on est dans une intimité, souvent une fausse intimité, une intimité des corps, mais il n'y a pas une véritable intimité psychique, et je trouve que le flirt a ce côté délicieux, qui a une approche en douceur. Donc non, je trouve le dire réservé à l'adolescence, et je trouve que finalement les adultes devraient peut-être réapprendre un peu à flirter. Mais voilà, c'est après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Allez, on accueille maintenant Chantal. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Chantal. Alors, je vous remercie de m'avoir pris. Ça fait pas mal de temps que j'écoute votre émission, et puis je me suis décidée ce soir à vous appeler. Mais vous avez bien fait. Voilà, moi je suis une maman et une mamie abandonnée et assez maltraitée par mon fils unique. Parce que je fais partie de ces, je pense, très nombreux grands-parents qui ne voient plus leur petit enfant parce que le fils et ou la belle-fille ont tourné le dos. Donc mon appel aussi a pour but ce soir d'essayer de rentrer en contact avec des grands-parents qui sont dans mon cas. Mmh. Alors voilà, donc moi j'ai 61 ans, j'ai un fils qui va avoir 34 ans, j'ai une belle-fille qui a 35 ans, un petit-fils qui va avoir 4 ans la semaine prochaine. Et bon, mon fils jusqu'à la naissance de mon petit-fils était un fils pour qui qui m'a toujours donné beaucoup de satisfaction, qui a toujours été très gentil, très protecteur. Bon, moi, il faut savoir que j'ai divorcé 2 fois. J'ai divorcé une première fois avec son papa quand il avait 2 ans. Ensuite, j'ai refait ma vie 2 ans après, donc je l'ai élevé toute seule pendant 2 ans. 2 ans après, j'ai refait ma vie avec mon second mari, qui, lui, a élevé et a éduqué mon fils. Oui. Mais qui m'a quittée, il va y avoir 9 ans. Donc, m'a quittée en décembre 2002. Mon fils avait donc 26 ans. Et pour lui, c'est vrai que ça a été dur parce que son père s'est déjà pas du tout occupé de lui. Et quand il vous a quitté, vous voulez dire qu'il a rompu le lien aussi avec avec votre fils? Non, il a voulu continuer. Alors bon, maintenant ce monsieur est décédé fin janvier, mais bon ça, moi, voilà, ça c'est pas, pour moi ça n'a pas été grave. Il a cherché à continuer à maintenir le lien avec mon fils, oui. Mais mon fils l'a rejeté. Parce que ça lui a fait très mal. Mon fils était là quand mon second mari m'a quitté. Et vraiment, ça l'a complètement bouleversé, mon fils. Enfin, on a passé une période où on était tous les 3 dans la maison et ça a été très dur. Jusqu'à temps que mon mari s'en aille. C'est-à-dire qu'il a pris votre parti, votre fils, à ce moment-là? Il a pris mon parti, complètement. Il a pris mon parti. Il faut dire que moi, j'ai sombré complètement, parce que je ne m'y attendais pas. Et donc, voilà, un jour, mon mari m'a dit, voilà, je suis plus bien avec toi, je te quitte. Voilà, il m'a menti au début, il n'a pas voulu me dire qu'il avait quelqu'un, etc. Bon, mais c'est pas trop, enfin, ça a sûrement un lien, mais voilà. Donc, mon fils était là parce qu'il se trouvait que lui, il avait une déconvenue amoureuse assez grave. Et donc, il était remonté, il habite actuellement sur la Côte d'Azur, et il était remonté parce que voilà, son ami l'avait quitté, donc il était remonté quelque temps pour vivre chez nous, et puis il voulait repartir du bon pied. Donc c'est arrivé au moment où il n'avait plus de travail, plus rien, donc il était chez nous, et à ce moment-là, mon mari a choisi de me quitter. Et c'est vrai que c'est un homme qui s'est occupé de mon fils et qui l'a élevé comme ses enfants.
Vraiment, là-dessus, ça, je dois dire. Oui, donc ça a dû être très douloureux pour votre fils. Oui, pour mon fils, ça a été déjà, très surtout douloureux. qu'il y avait eu cette première rupture avec son père. Oui, tout à fait. Mais il a toujours vu son père. C'est son père qui ne voulait pas s'occuper de lui. Hein. Moi, j'ai jamais interdit. Oui, donc il y avait un père quand même qui le rejetait. Mais son père était malade psychiquement. C'est d'autant plus difficile, oui. Donc, il l'a jamais pris, jamais rien. Voilà, il l'a jamais emmené en vacances, etc. Et quand j'ai rencontré mon deuxième mari, voilà, mon deuxième mari était divorcé, il avait 3 enfants, donc on était ce qu'on appelle famille recomposée. Et ça a apporté à mon fils une famille. Voilà. Voilà. Moi, de toute façon, je voulais refaire ma vie, mais je voulais rencontrer un homme qui ne rejette pas mon fils, bien entendu. Hein. Et donc, on a formé une famille. On a acheté ensemble un appartement, puis après une maison, etc. On a passé des vacances superbes. On était 6 en tout. Hein. Donc, il y a eu des souvenirs, super bons souvenirs. Et puis, du jour au lendemain, mon mari m'a dit, voilà, je te quitte pour une autre. Et donc moi j'ai fait une grave dépression, j'ai sombré, et mon fils est resté avec moi pendant 6 mois pour me soutenir, pour faire marcher la maison, pour me faire à manger, voilà, tout ça. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 26 ans. Hein, mais... Voilà. Et donc ensuite, je sentais que mon fils s'installait. Et mon médecin me disait non, il faut pas, donc je lui disais il faut que tu repartes. Donc il est reparti, il a retrouvé du travail, il travaille dans l'hôtellerie. Il a retrouvé du travail, il est reparti sur la Côte d'Azur d'où il venait. Voilà, et puis là il a rencontré une jeune femme qui est devenue sa femme. Voilà. Et puis moi je me suis remise petit à petit, mais difficilement. J'ai écouté le témoignage de Marie tout à l'heure et j'ai fait beaucoup de parallèles avec elle. Et pour l'instant, j'ai pas reconstruit ma vie complètement. Hein. Et donc, mon fils s'est marié. Il a eu un petit, donc il s'est marié. Bon, ça, j'ai eu une belle-fille qui, au départ, était très gentille avec moi et tout. Donc, ils habitent sur la Côte d'Azur. Elle est de là-bas aussi. Et est né, il va y avoir 4 ans, un petit garçon. Et depuis cette naissance, mon fils a énormément changé vis-à-vis de moi. D'abord, un jour, je lui ai dit, écoute, pour la naissance, je vais descendre. Il m'a dit, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Alors que ma belle-fille m'avait dit, oui, pas de problème, tu descends quand tu veux, etc. Je n'ai pas besoin de toi. Si j'avais des amis, j'irais pas les embêter. Donc, j'ai fait remarquer que j'étais la mamie quand même. Voilà. Donc, j'y suis pas allée. J'ai toujours craint un peu mon fils. Il m'a toujours tenu un peu à distance, mais il a fait ce qu'il fallait pour que je suis venue 1 mois après la naissance. Il n'a plus voulu. Alors quand je dis il y a des fois, il y a des choses que je ne saurais pas dire, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'il faut que j'ai une boule de cristal, et à 900 km, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Ils n'ont plus voulu me loger, donc après, quand j'y suis allée pour voir le petit, à peu près 2 fois par an, il faut que je me prenne une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôte. On vient plus me chercher au train ou à l'avion, ou alors je fais les 900 km en voiture. Enfin bref, ça s'est un petit peu détérioré. Puis après, on m'a dit qu'il était hors de question on me laisse seule dans la maison avec le petit. Quand j'y allais, on voulait pas que... Pour une fois que j'étais là, on mettait quand même le petit à la crèche, alors que j'aurais pu le garder. Un jour, on me donnait de l'autorisation à m'en occuper au compte-gouttes. Vraiment au compte-gouttes. Je savais pas si ça venait. Mais il nous manque des clés parce que finalement entre le moment, vous parlez un peu de l'histoire, il y a eu quelques clés dans l'histoire de votre fils, mais entre le moment du mariage où après votre fils construit sa vie, devient père à son tour, et où finalement vous dites à partir du moment où il devient père, c'est comme si vous, grand-mère, vous percevez comme si vous étiez une menace. Au fond, moi, dans ce que j'entends, de la façon dont vous présentez les choses, vous seriez une menace comme on tient à distance. Mais il manque, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que entre le moment où ils sont mariés et la venue au monde de cet enfant, il s'est écoulé combien de temps? Alors, ils se sont rencontrés en 2004, ils se sont mariés en 2005 et le petit est né en 2007.
Oui. Et quels étaient vos rapports pendant ces années-là? C'est-à-dire entre... C'était, avec ma belle-fille, c'était bien. Avec mon fils, c'était déjà un petit peu difficile. Mais bon, il était quand même, il m'accueillait. Simplement qu'un jour, en 2006, entre-temps, moi, donc mon second mari m'a quitté, donc il y a eu un divorce qui a duré pendant 3-4 ans, un divorce pour faute. T'en ai parlé bien dans le combiné. Oui, un divorce pour faute, ça a été difficile. Et en 2006, donc j'ai dû vendre la maison. Je me suis retrouvée dans un petit appartement. J'ai emménagé. Je devais descendre plein d'affaires à mon fils dans la voiture. Mais pardon, c'était oui, pardon. La première fois, il m'a dit voilà, je ne veux plus que tu viennes comme ça d'une manière importune chez nous. Ah, oui. Voilà, déjà ça. Et le petit n'était même pas conçu. Mais quand vous me parlez de ce mari qui vous a quitté, c'était au moment où votre fils était déjà marié? Ah non. Quand il m'a quitté, c'était en 2002. Mon fils avait 26 ans. Oui, donc c'était après. Oui, c'était bien après. D'accord. Et à ce moment-là, oui, vous alliez un peu chez votre fils Oui. Depuis que j'étais toute seule, j'allais chez lui, j'avais trouvé une maison. Mais je n'y allais jamais d'une manière autoritaire. Hein. Je demandais. Et puis, j'y allais pas tous les mois. Hein. J'y allais un petit peu au moment du mois de mai ou au moment des grandes vacances. Voilà, j'y allais une semaine. Voilà. Et puis j'étais invitée à Noël dans la belle famille qui habite sur la côte. Voilà. Et là, j'y allais 2-3 jours. Est-ce qu'il n'a pas craint à ce moment-là, comme votre fils a eu un rôle à certains moments très aidant, assez protecteur vis-à-vis de vous? Il a été très aidant, très protecteur. Il m'a pris en charge. Et ça, il me l'a dit et je lui ai dit. Il vous l'a dit, ça? Remercier, oui. Oui, mais c'est pas en termes de remerciement dans ces relations mère-fils, c'est pas dans ces termes-là. Mais est-ce qu'il n'a pas craint finalement d'être un peu aspiré au moment où lui est en train de construire sa vie de couple? Moi, à ce moment-là, j'étais très seule. Oui. Il le savait, j'étais pas bien. J'étais très seule, sauf que l'année de son mariage en 2005, j'avais rencontré un monsieur. Et au mariage, je suis descendue au mariage sur la Côte d'Azur. Et puis, en plus, ma belle-fille est espagnole. Donc après, nous avons été faire le mariage religieux en Espagne. Et quand je suis arrivée pour le mariage, j'étais bien sûr toute contente, j'allais un peu mieux. Et j'ai dit à mon fils que j'avais rencontré un monsieur. Et là, mon fils a rejeté ce monsieur. Il n'a pas voulu... Ma belle-fille était très contente pour moi, mais mon fils... c'est comme je lui avais dit, je sais pas. Mais bon, il n'a pas bien pris. Il n'a pas bien pris ça. Voilà. Donc, c'est pour revenir au fait que moi, je ne me suis jamais imposée. À savoir que je n'y allais pas tous les mois, tous les 2 mois. Oui. D'abord, je lui ai dit ça. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, tu n'as pas... Passez-moi l'expression, il m'a dit, tu n'as pas été chiante. Tu n'as pas été tout le temps là. Oui. Voilà. Oui. Je les ai laissés vivre. Voilà. Mais... Bon, c'est vrai que c'était une époque où j'étais quand même toute seule. Oui. Il se sentait peut-être encore investi. D'une mission, enfin d'un devoir. Voilà. Le terme est peut-être un petit peu fort, mais un petit peu ça. De vous soutenir. Et ma belle-fille me disait toujours, tu sais, il pense très fort à toi, il s'inquiète pour toi. Certainement. Dans la maison, certainement. etc. Oui, mais alors là, maintenant, c'est devenu, depuis que le petit est né, pareil, moi j'ai des envies de m'occuper de mon petit-fils un petit peu, sans être intrusive dans la façon dont il fait. Et alors vous le voyez à peu près 2 fois par an, c'est ça? Ah non, maintenant c'est 1 fois, 4 jours. Alors ça fait la 2e année où mon fils ne m'appelle pas de l'année, pas de l'année, ou juste le lendemain pour Noël, pour aussi faire l'interprète de mon petit-fils, pour me dire merci mamie pour les cadeaux, etc. Il m'appelle en février, comme là il m'a appelé 1 semaine avant en février. Bon, est-ce que je peux venir avec, voilà, et il vient tout seul, parce que depuis aussi ma belle-fille veut plus me parler. Voilà. Alors il vient 4 jours. Alors qu'il n'y a pas eu d'événement particulier. Ma belle-fille ne parle plus depuis Noël 2009, où pour Noël 2009, je n'ai pas été invitée à venir, donc j'ai passé Noël toute seule chez moi.
Voilà. Et quand on m'a appelé le jour de Noël, ma belle-fille a commencé par me dire merci pour les cadeaux, merci pour tes chèques, merci pour ci, merci pour tout. Et puis après, elle me dit comment ça va. Je lui dis écoute, tu sais, Noël toute seule, c'est pas très drôle. Et je lui dis l'année prochaine, je m'arrangerai pour être auprès de vous. Mais elle m'a dit que c'était ton choix et voilà, c'est toi. Parce qu'au mois de septembre, je leur avais demandé. Ils travaillent dans l'hôtellerie tous les deux, ils sont très pris. Oui, en plus, c'est une période effectivement où ils sont très pris à Noël. Oui, ils travaillent beaucoup, ils sont extrêmement fatigués. Et moi, au mois de septembre, j'avais dit puisque vous travaillez, je descendrai pas. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me dise viens quand même. Et puis même si le 24 décembre on travaille, tu garderas le petit. Mais bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé, quoi. Voilà. Et c'est tout. Moi, j'avais dit, je viens pas. Et je leur dis donc. Et c'est là qu'elle m'a. Et après, mon fils m'a rappelé le lendemain en me disant, voilà, elle est partie, je sais pas où elle est. Enfin bon. Oui, ça a été une source de conflit entre deux. Donc il vous en veut. Depuis, c'est, je dois dire, l'horreur, quoi. Oui, parce qu'il vous en veut. Ils ont dû se disputer à ce moment-là. Et alors, au mois de mai l'année dernière, j'y suis pas allée. Voilà. Là, il est venu au mois de février et je lui ai dit, mais tu te forces, ne viens plus. Il m'a dit, oui, je me force pour venir. Parce que ce qu'il m'avait dit aussi un jour, c'est qu'il m'a dit, ne me colle pas un procès parce que je ne te montre pas le petit. Oui, alors je reçois justement un message en disant... Il a lu le code civil, il m'a sorti... Il y a quelqu'un qui dit effectivement essayer de discuter face à face, et puis quelqu'un qui ajoute les grands-parents, on a des droits de visite sur les petits-enfants vis-à-vis de la justice. Mais c'est vraiment le dernier recours parce que c'est vrai que ça envenime considérablement les relations. Oui, non, mais vous savez, moi je me suis battue pendant 4 ans avec mon deuxième mari. Et moi je ne ferai rien Moi je pense qu'au contraire, il vaudrait mieux effectivement le laisser, en tout cas en ce qui concerne votre fils, le prendre, le laisser un peu prendre le large. Mais c'est vrai que c'est toujours embêtant. Pardonnez-moi, c'est toujours embêtant quand il y a évidemment des tensions comme ça dans la relation, des choses qui ressurgissent, dans la relation parent-enfant. Ça rejaillit sur la relation grands-parents, petits-enfants. Alors que les petits-enfants n'ont pas à être privés de leur relation avec les grands-parents. Et en même temps, c'est vrai que quand ils sont petits, ça passe par la relation avec les parents, parce que évidemment on peut comprendre aussi que quand il y a des tensions comme ça dans la génération parents grands-parents, c'est compliqué d'amener l'enfant, on le dépose pas comme un objet. Donc c'est très compliqué. Bon, donc je pense, je comprends. Bon, pour le moment, on n'a pas de réaction qui arrive au 39-21. Pourtant, je sais, j'avais une dame d'ailleurs qui m'avait laissé sur mon répondeur en disant j'entends jamais ce type de témoignage, une dame qui était très en colère parce qu'elle était confrontée à cette situation, elle était comme vous, elle ne voulait pas aller en justice, elle disait on n'en parle jamais dans votre émission, alors elle est peut-être pas à l'écoute ce soir ou elle ne veut pas témoigner à l'antenne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de grands-parents. Oui, ça arrive. Mais est-ce que vous avez contacté l'association, l'école des grands-parents? Alors ils ne font pas que ça. Non, justement, alors moi je cherche des associations, non pas parce que moi il est hors de question que je fasse une action en justice quelle qu'elle soit. D'abord je lui ai dit, je compte sur leur normalité un jour où ça rentrera un peu dans l'ordre. Je veux respecter cette distance qu'ils m'imposent, mais même moi s'il n'y avait pas mon petit-fils, je ferais la morte maintenant. Je veux respecter cette distance parce qu'en plus il refuse tout ce qui vient de moi. Les cadeaux, tout. Il y a 2 ans, j'avais proposé de lui donner ma voiture. Il n'en a pas voulu. Oui, non, je pense que c'est pas une bonne idée, Voilà. Mais pour le petit-fils, moi, je continue à maintenir le lien. Oui, vous avez raison. Et il m'a répondu du reste, mais ne t'inquiète pas, on parle de toi. Voilà. À Noël, il m'a rappelé pour me dire, écoute, merci. Il vous fait exister. Il vous fait exister en parole, déjà. Il me fait exister en parole, mais moi, je n'ai que les photos à embrasser, quoi. Oui, c'est douloureux, mais en revanche, vous avez... c'est important de
continuer de ce lien quand vous envoyez des cadeaux et pour votre petit-fils aussi quand il va grandir, des cartes postales pour son anniversaire, des chocolats. Et votre fils certainement quand il vous dit qu'il parle de vous à son fils, bien sûr, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Quand mon petit-fils est arrivé au mois de février, je ne sais pas s'il m'a reconnu, mais enfin il était déjà venu l'année dernière chez moi, il est revenu, et là il a bien vu que j'étais en colère parce qu'un soir on a discuté, parce que j'ai demandé à mon fils, et qu'est-ce que tu me reproches? Oui, mais ça ne peut pas être dit comme ça. Ça ne peut pas être dit comme ça parce que c'est certainement des choses assez profondes, assez complexes. Mais il ne vous empêche pas totalement de voir votre petit-fils. Évidemment, je comprends que ça soit très douloureux parce que une fois par an, bien sûr que c'est extrêmement peu. Mais votre petit-fils un jour peut grandir, vous pourrez le voir. Les choses peuvent s'améliorer. Je crois. Et puis vous aussi, Chantal, là c'est une période de votre vie où, comme vous dites, vous êtes assez seule, assez ça prend une proportion. Je n'arrive pas à me réinvestir, à reconstruire ma vie de femme, quoi. Oui. Mais c'est ça aussi, et je pense que si vous voulez, c'est important aussi que c'est un point important que vous parveniez. Je sais que c'est compliqué, mais peut-être à vous reconstruire aussi sur ce plan-là, peut-être en trouvant aussi à vous investir dans des projets pour vous remplir un peu le vide que vous ressentez dans votre vie, pour que cela n'occupe pas comme ça toutes vos préoccupations. Il y a un vide aussi là. Mais vous savez, là j'ai rencontré quelqu'un et justement au mois de février je lui en ai parlé à mon fils, je lui ai proposé qu'on le rencontre, de lui présenter. Il m'a répondu ça ne m'intéresse pas. Ah non, mais ça je comprends. Là pour le coup c'est un peu maladroit. Mais oui, mais d'un autre côté, moi j'ai entendu dire qu'il disait toujours j'aimerais bien que maman rencontre quelqu'un. Peut-être qu'il sera, vie, etc. mais et ma belle-fille me le disait aussi. Mais Marie, pardon Chantal, je pense que il sera, je pense qu'effectivement pour lui, ça serait certainement un poids en moins et ne le prenez pas mal. C'est-à-dire de savoir que vous êtes, qu'il y a quelqu'un auprès de vous, quelqu'un ou peut-être vous êtes finalement plus heureuse dans votre vie, plus épanouie, que ça serait certainement déculpabilisant pour votre fils. Pour autant, proposez là d'emblée à votre fils de le rencontrer. C'est prématuré. Il est important de construire, votre vie. Il sera toujours temps, si cet homme prend davantage d'importance dans votre vie, vous verrez. Et vous saurez, il sera temps à ce moment-là d'en parler à votre fils. Mais je vais vous donner quand même, par rapport à votre demande initiale, les coordonnées de l'école des grands-parents. Alors, ce n'est pas spécialement, je précise, pour les problèmes de petits-enfants. Mais moi, ce que je veux rencontrer, ce sont des gens pour parler. Oui, non, mais j'ai bien compris votre demande. Mais je précise quand même, puisque je vais en parler à l'antenne, qu'il ne s'agit pas seulement pour ces problèmes de garde de petits-enfants. Ça s'appelle Allô grands-parents. L'accueil, c'est du lundi au vendredi. Et le téléphone est le 01 45 44 34 93 01 45 44 34 93 et le site c'est www.egpe.org www.egpe.org. D'accord. Bon courage à vous Chantal. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes.
C'est la deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1, avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21. Beaucoup de réactions pour Chantal. Quelqu'un me dit: j'écoute Chantal, je suis de tout cœur avec elle. Après la mort de mon fils, les liens se sont détériorés sans trop savoir, comme si tout était de ma faute. Monique dit: Madame, faites votre vie et tout ira mieux par la suite. Courage à vous. Lali qui dit: Chantal, laissez les choses s'apaiser. Maintenez le lien avec votre petit-fils et il viendra plus tard vers vous spontanément. Quelqu'un dit peut-être qu'il y a un problème par rapport à votre état de souffrance actuel. Votre fils n'aurait-il pas une sorte de défiance vis-à-vis de vous? Certainement, vous pourriez lui écrire, suggère cette personne. Coco dit: il a peut-être peur d'un nouveau lien que vous pourriez instaurer à travers son enfant et il a besoin de s'éloigner de vous du fait qu'il a été très aidant et que cela lui pèse. Quelqu'un d'autre me dit: je suis très touchée par le témoignage de Chantal. Mon frère est fâché avec mon père et ne veut plus voir toute la famille paternelle, dont mes grands-parents. Cathy dit: pour le moment, ce fils ne souhaite pas partager son amour. Et puis le subversif dit: ne taxons pas trop hâtivement de fils ou fille indigne celui ou celle qui s'éloigne. Enfant sous le bras, on s'évade rarement d'où n'est pas de barreau. Et oui, il y a souvent des situations complexes sans qu'il y ait de choses forcément graves derrière, mais il y a des frustrations, des amertumes, des rancœurs, des non-dits, des choses qui se sont accumulées et qui peuvent ressurgir au moment où l'on devient soi-même parent. Et alors c'est toujours dommage que ce soit les petits-enfants qui soient au cœur de tout cela, parce qu'après tout, les petits-enfants, eux, ont le droit de voir leurs grands-parents. C'est important, cette relation avec les grands-parents. Mais en même temps, quand les relations entre grands-parents et parents sont tendues, c'est quand même aussi problématique pour l'enfant, parce que un enfant, même petit, sent bien, ressent cette tension entre ses parents et ses grands-parents. Ça peut être important. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Ça peut être important d'avoir recours à un médiateur. Là aussi, des médiateurs peuvent aider parfois à renouer le dialogue entre des parents et des grands-parents. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez revenir justement sur le témoignage de Chantal. Vous êtes l'enfant, enfin le fils dans cette situation avec un petit enfant, et vous allez nous expliquer un petit peu votre situation. Oui, donc en fin de compte, ma mère a divorcé de mon père il y a à peu près une dizaine d'années, suite à des conflits concernant ma sœur. Elle s'est mariée avec une personne étrangère assez rapidement et ça plaisait pas c'était pas au goût de ma mère en fin de compte, et mon père concevait cette situation-là. Ça a donné une séparation. Et donc j'ai conseillé à ma mère de se remettre avec quelqu'un d'autre. Donc un petit laps de temps s'est fait et donc elle s'est remise avec quelqu'un. Et donc j'avais 16 ans cette période-là, et durant cette période, j'ai eu affaire à une personne qui s'est vite installée chez nous et qui a pris ses aises. Ça me dérangeait pas du tout, mais cette personne était elle est d'origine italienne, elle était assez caractérielle et elle s'énervait très très vite. Et on a eu un petit conflit au sujet d'une télé à régler, bref. Et cette personne m'a dit: sors de chez moi. Donc j'avais 16 ans, ma mère a jamais dit à cette personne-là qu'elle ne devait pas dire ça. Donc moi je suis allé vivre chez ma femme actuelle, donc qui était ma copine à l'époque. Et j'ai vécu 1 an et demi chez les étrangers. Donc j'ai eu du mal à pardonner à ma mère.
Oui. Et je considérais toujours que c'était ma mère, parce que durant ce divorce, j'ai jamais voulu me mêler de ce divorce, et donc j'ai jamais voulu prendre parti de qui que ce soit. Donc j'ai reparlé à ma mère de plus en plus souvent à nouveau, et puis j'ai commencé à travailler, donc je me suis éloigné géographiquement. Depuis, on a eu un enfant avec ma femme il y a maintenant 2 ans, et j'entretenais des relations tout à fait normales avec ma mère à nouveau, quoi, et avec son copain. Et il y a 2 ou 3 mois, alors j'ai une situation assez compliquée professionnellement parlant, parce que je suis dans la fonction publique dans une très grande entreprise de réseau ferré, et je me sens pas à l'aise dans ce système d'entreprise, et je suis en train de créer ma propre entreprise. Donc vu que je vais nouveau retourner sur ma zone géographique de départ. Je revoyais ma mère plus souvent, vu que je devais travailler pour cette création d'entreprise chez elle à la maison. Et jusqu'au jour où cette personne-là qui s'était introduite dans la vie entre ma mère et moi m'a fait comprendre que je gênais. Et donc je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça, je vais travailler ailleurs, quoi. Et il en est arrivé à venir quasiment aux mains, et de ce fait-là, donc ma mère voyait ma fille sans souci, et j'en ai discuté un peu autour de moi et beaucoup avec ma femme, et on en arrivait sur le fait d'interdire la relation entre ma fille et ma mère. Bien sûr, pas concrètement, interdiction de la voir chez elle seule, parce que j'estimais que pour moi c'était trop dangereux. Vu que même moi, j'étais pas à l'aise et pas en sécurité dans cette maison-là. Et par contre, je voulais pas interdire à ma mère de voir ma petite fille évoluer et grandir. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'essayais toujours de ne pas interagir dans les problèmes de famille. Et Oui, puis vous ne vouliez pas briser ce lien entre voilà, votre mère et votre fille. Exactement, parce que ma femme et moi estimons que ça reste quand même hyper important, même si on le voit pas. Je pense que ma fille le ressentirait à ce moment-là, quoi. Donc aujourd'hui, je suis encore dans l'impasse, vu que j'ai ma mère qui me met la pression. Et je voulais rajouter quelque chose sur le discours qu'avait la femme avant à l'antenne. Chantal, oui. Chantal, voilà. Elle disait comme quoi que elle lui donnait tout, elle lui offrait tout, et elle parlait de sa voiture qu'elle voulait lui offrir. Ma mère fonctionne exactement de la même manière. Mais j'ai répondu à ma mère tout simplement que je préfère qu'elle prenne la petite, ou qu'elle nous prenne nous, qu'on aille dans un parc et qu'on fasse un petit repas tous ensemble, sans parler d'argent ou alors de donations concrètes, que d'offrir tous les jours quelque chose à ma fille. Parce que quelque part, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on voyait ma mère, ma fille attendait un cadeau en échange. Et je voulais pas instaurer ce lien-là. Oui. Donc, vous avez raison, plus des moments de partage, oui, des moments de complicité, des moments où on fait des choses ensemble, plutôt que votre petite fille attende à chaque fois qu'elle voit sa grand-mère un cadeau. Oui, c'est ça. Oui. Et disons que, vu que moi je m'en apercevais, ça devenait frustrant, et j'ai essayé de l'expliquer en prenant des gants et des pincettes, bien sûr, à ma mère, comme quoi elle devait un petit peu alléger ses cadeaux, et que d'une autre manière aussi, et elle n'était pas la seule, et elle voulait absolument tout le temps offrir les premières choses, donc c'est-à-dire les premières boucles d'oreilles, les premières chaussures, le premier vélo, etc., etc. Et donc j'estimais que c'était pas normal, parce que il y a des gens autour de nous aussi qui voudraient faire cette démarche également. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça, mais et oui, mais dans les cadeaux, il peut y avoir une forme de culpabilité et une façon de réparer, de compenser quelque chose. Hein. Oui, je pense. Mais vous avez raison, Loïc, d'avoir dit à votre mère que c'était plus important les moments passés ensemble. Alors, Chantal, elle aurait bien aimé passer des moments avec son petit-fils et son fils. Ce n'était pas possible. Hein, c'était pas la même situation que la vôtre. Est-ce que quelque part cette distance géographique n'est pas une sorte de bouclier aussi pour lui ? Cela peut.
Cela peut. Parce que je sais que moi, j'ai essayé d'en faire un bouclier. Justement, on n'était pas très loin, on était à 200 km l'un de l'autre, quoi. Hein. Mais j'en ai essayé de faire un bouclier et finalement, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'estime que la famille reste des valeurs importantes dans notre quotidien, quoi. Oui, et, mais cet homme, au fond, il y a une réaction de rivalité entre cet homme vis-à-vis de vous. Le fait qu'il demande que vous quittiez le domicile, ça ne va pas du tout. Vous étiez mineur, vous n'aviez pas à quitter le domicile. Non, bien sûr, j'ai accepté de le faire pour éviter le conflit, quoi. Mais oui, mais enfin, vous auriez pu, ça aurait pu mal tourner pour vous. Oui, bien sûr. Vous n'aviez pas, enfin, vous voyez, c'était à lui, même si les relations étaient difficiles, et elles peuvent l'être avec l'arrivée d'un nouveau beau-père ou d'une nouvelle belle-mère, ce n'est pas à l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, je parle, ça peut être un adolescent, un grand adolescent, de quitter le domicile familial. Là, il y a une exigence, il y a un chantage qui n'a pas lieu d'être. Non, et c'est vrai que votre mère, à ce moment-là, n'a pas su s'affirmer vis-à-vis de cet homme. Encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que je lui reproche, et j'en ai parlé récemment avec elle. Je lui disais comme quoi que je préférais prendre cette décision malgré que ça soit péjoratif pour elle, mais je préférais prendre cette décision parce qu'elle justement n'était pas capable de venir s'interposer, de mettre un holà à ce système, à ce système où il part vite dans les tours. C'est pas péjoratif, c'est un compromis, et vous, après tout, vous faites en sorte qu'il y ait un lien entre votre fille et sa grand-mère, mais compte tenu de la relation que vous avez avec cet homme, je comprends que vous ne teniez pas à ce qu'il y ait de lien particulier. Donc c'est un compromis, et dans la vie, on est amené à devoir faire des compromis pour parfois vivre en bonne intelligence. Bien sûr, mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ma mère croit qu'elle va revoir sa petite fille chez elle dans la semaine prochaine. Elle espère, mais vous avez le droit de tenir bon par rapport à ce que vous avez instauré. Bien sûr, et d'ailleurs, pour en revenir à l'intervention précédente, ma mère est carrément venue à me dire écoute, de toute manière, si tu me fais pas voir la petite, il y a d'autres façons pour que je la voie obligatoirement, quoi. Oui, mais là elle rentre à nouveau dans une forme de pression qui n'est pas acceptable, puisque elle voit sa petite fille. Donc ce qu'elle veut, c'est la voir en présence de cet homme, mais après tout, cet homme, vous n'avez pas de lien avec lui, et puis on peut comprendre que vous lui en teniez rigueur compte tenu de ce qui s'est passé avec lui. Merci beaucoup de votre témoignage, Loïc. Et de rien, en espérant que ça ait servi. Merci beaucoup. Et bonne route, je sais que vous êtes sur la route. Merci. Au revoir. Au revoir. On va également accueillir Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Patrick, vous vouliez revenir ici sur le témoignage de Chantal. Sur l'intervention avant le journal, mais de Chantal, oui. Ce qui vient de se passer là, limite, pour moi est plus important. Enfin, pas plus important, mais comment je pourrais dire, la personne là, que vous venez d'avoir, dont j'ai oublié le prénom. Loïc, oui. En fait, c'est un cas beaucoup plus important que le cas d'avant, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En ce sens que votre langage par rapport à lui, là, je me suis à fond, c'est-à-dire qu'il a raison de ne pas céder. À l'inverse, je l'ai dit un peu au standard, je veux pas être détracteur, mais on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec Caroline. Je pense que bien sûr. On m'en voudrait pas. Oui. Quand vous donnez à la dame précédente le numéro de téléphone, etc., pour qu'elle se renseigne pour le droit des grands-parents, là, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut laisser faire. La relation parent-enfant n'est pas toujours facile. Si dans la vie tout pouvait être facile et qu'avec les enfants ça pouvait toujours marcher, ce serait super. Après, une mamie, évidemment, qui n'a pas le droit de voir son petit-enfant à Noël parce qu'on ne l'a pas invité. Et c'est ça un petit peu que je voulais dire. C'est quand cette dame a dit, oui, mais moi, à Noël, j'ai passé Noël toute seule parce qu'on ne m'a pas invité.
ne pensez-vous pas qu'elle devrait penser à elle et de se dire, voilà, j'ai élevé son fils, elle l'a élevé, je pense, correctement. C'était quelqu'un qui m'avait l'air vraiment tout à fait normal. Hein, et pourquoi elle passe Noël toute seule ? On ne devrait pas, quand on est grands-parents, être dans l'attente qu'un enfant nous invite pour qu'on puisse offrir le cadeau qu'on a acheté pour le petit enfant. Mais si vous voulez, le cas que vous venez de traiter là à l'instant est tellement différent que c'est vrai que je suis un peu bouleversé, quoi. Mais j'avais préparé. Oui. Non, mais en fait, quand je donnais déjà l'école des grands-parents, c'était pas pour le droit des grands-parents, c'était la demande de Chantal, c'était de pouvoir échanger avec d'autres grands-parents. Et l'école des grands-parents n'est pas spécialement faite pour les grands-parents qui sont privés de leurs petits-enfants, mais il y a des demandes parmi les demandes qu'ils reçoivent, il y a des grands-parents qui sont confrontés à ces situations. Donc si elle peut trouver une écoute, elle pourra trouver une écoute et un soutien. Et par rapport le soutien, il faut qu'elle ait avec son fils, d'échanger avec son fils. Oui, mais c'est vrai que quand il y a une rupture de dialogue, ça peut être important de trouver une écoute, un soutien ailleurs. Et là où je vous rejoins, ce que je disais aussi à Chantal, et je pense qu'elle a entendu, c'est par rapport au vide qu'elle ressentait actuellement, qu'il fallait qu'elle essaye de rechercher des moyens peut-être de combler un peu ce vide, pour être un petit peu moins en attente. Écoutez Caroline, vous osez pas employer le mot, mais moi je pense que cette femme, elle a besoin d'amour, au sens propre du terme. Oui. Donc voilà, moi je pense que ces enfants, on les élève, on fait en général ce qu'on peut. Oui. Après, ils ont des enfants qui sont notre chair, quelque part. Après, pour une raison X ou Y, la belle-fille, mais c'est facile aussi de toujours mettre sur le dos de la belle-fille ou de l'autre famille, fait que, il y a... sa vie, c'est quoi ? C'est avoir des enfants. Je pense, c'est les élever, c'est les amener à quelque chose, dans la vie, y compris avoir des enfants, ce qui est important. Mais il faut aussi penser à soi. Je veux dire, passer un Noël tout seul, parce qu'on est mamie et qu'on nous a pas invités, si vous voulez, c'est là où je trouve qu'il y a un problème, quoi. Mais encore une fois, le cas de Loïc, après, là, évidemment, ça n'a rien à voir. Là je suis... j'avais mal compris, quand vous avez donné le 01, je sais pas quoi, là. Je sais pas quoi, le numéro. Oui. Je pense que j'ai mal saisi. On vous écoute, je vous écoute tous les jours. Mais je vous remercie. Oui. Non, mais c'est très juste que je vous dis. C'est vrai que je pense qu'il y a un manque au fond d'amour. On a tous besoin. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. On a besoin d'amour profondément et qu'il y a un grand manque à ce niveau-là. Et au niveau de Chantal, je pense. Parce que l'amour, c'est normal qu'on l'ait pour ses enfants, ses petits-enfants. Moi, je n'ai pas la chance d'en avoir encore, mais j'ai un chat et un chien comme petits-enfants que je vais garder de temps en temps au Sable d'Olonne. Vous voyez, je suis du Pas-de-Calais. Mais ça c'est pour la petite histoire. Mais je pense que, oui, cette femme a besoin d'amour et il faut qu'elle le cherche ailleurs que de se fixer sur son propre... C'est ça ma réaction, de se fixer sur son propre fils et sa petite fille. Je crois que c'est une petite fille. Mais il est clair que, de toute façon, vous savez, c'est Françoise Dolto qui disait que l'on voyait, elle qui travaillait avec les enfants, elle les voyait s'épanouir au fur et à mesure des retrouvailles amoureuses des parents. Donc, elle voulait dire qu'au fond, quand les parents sortaient un peu uniquement de leurs préoccupations parentales et se retrouvaient en tant que couple, et couple amoureux et couple d'amants, souvent les enfants allaient mieux. Oui, mais ça, après... Alors, évidemment, là, on parle de grands enfants, mais ça veut dire que être une femme et un homme épanoui, ça rend aussi meilleurs parents et meilleurs grands-parents. C'est pas toujours simple, C'est pas toujours simple. On traverse des périodes dans la vie où, elle nous le disait, Chantal, elle sortait d'une séparation, c'était compliqué. On fait ce qu'on peut, parfois. Mais je suis d'accord avec vous. Pas du tout à critiquer non, j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas votre détracteur. Non, mais c'est moi je vous rejoins. Saisi, mais je pense que les droits, un grand-père ou une grand-mère, moi ce sera a priori plutôt grand-père, c'est même sûr, n'a aucun droit. Vous voyez, c'est pas parce que la loi dit que. Oui. Moi je pense que c'est la relation avec ses enfants après.
bon, je vais pas vous raconter ma vie, je pense que ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai élevé ma fille seule, et mon fils a été élevé par sa mère, et demain je vois mon fils, et après-demain ma fille, enfin je veux dire, bon, ça fait que les rapports peuvent être compliqués. Moi, je me souviens de ma fille qui une fois m'a dit « Papa, tu seras un soir, donc là, il est quand même 0h28, tout seul au bout de ta grande table. Et ce soir, 0h28, je suis tout seul au bout de ma grande table. » Mais n'empêche qu'elle m'adore. Elle m'a dit une fois « Tu ne verras jamais tes petits-enfants. » Et ça, c'était à l'époque, bien sûr, où on vivait ensemble, où elle était adolescente, il fallait que je l'éduque, que je l'amène... que je l'amène au mieux, quoi. Et puis aujourd'hui qu'elle est au mieux, maintenant, je lui dis, tu te rappelles que tu m'as dit ça? Elle me dit, ouais, papa, j'ai raison, ta table, tu l'as diminuée parce que j'ai fait une cuisine aménagée. Mais enfin, t'es quand même tout seul. Non, je suis pas seul. Je pense qu'un être humain ne peut pas vivre sans amour. Mais moi, j'attends pas, à la limite, qu'à Noël, ma fille, qui n'a pas d'enfant, au Sable d'Olonne, je suis pas de Calais, m'invite. Papa, tu fais mais quoi, Noël, c'est comme dit First voilà. Lisa, c'est la fête de famille. Donc il y a ce côté-là. C'est là où c'est d'autant plus difficile. Ça renvoie à cela, la fête de famille. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. Si on a un ami ou une amie, on n'est pas avec ses enfants, mais après la vie fait que les enfants. Mais dans la symbolique, il y a le côté famille. Mais j'entends ce que vous dites quand même. En tout cas, merci. Mais vous avez bien fait d'appeler. Je voulais être un peu dire, non. Vous avez bien fait de dire ce que vous pensez. Moi, même si la loi, elle dit. Vous avez bien fait. C'est à nous, grands-parents, d'être... de faire en sorte que les conflits avec les enfants ou les beaux enfants, puisque là, c'était quand même le cas. Et puis, quant à Loïc, qu'il tienne, parce que... Oui, il a raison. Il a raison sur son point de vue. Il y a Georges, lui, qui me demande est-ce qu'il existe une association pour échanger avec les auditeurs oubliés? Parce que est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de Bob le timide, par exemple? Je ne sais pas qui c'est, Bob. On connaît Bob l'éponge, mais on a perdu Bob le timide. Oh, il se manifeste de temps en temps, Bob le timide. Écoutez, il n'est pas si timide que ça. Merci pour votre émission, en tout cas. Et puis, merci d'avoir participé. Leur petit message. Moi, je trouve ça top, franchement. Merci d'avoir participé, Patrick. Alors, à bientôt, j'espère. Allez, Caroline, une bonne soirée. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Allez, pour le suricate qui me dit superbe chanson. Alors des messages encore qui arrivent au 7 39 21. Le thème des relations grands-parents privés de leurs petits-enfants, ça vous fait réagir? Il y a des messages qui... quelqu'un dit « Je comprends que le vide dans la vie de Chantal puisse effrayer son fils, mais je trouve cela dur qu'il empêche à ce titre de voir son petit-fils, la punissant presque. » Patricia dit « Je comprends Loïc, car quand mes enfants étaient adolescents, mon compagnon a voulu les mettre dehors et j'ai tranché, c'est lui qui est parti. » Pimpon me dit ce n'était pas à Loïc de quitter la maison familiale, mais sa mère aurait dû se montrer et dire à son compagnon de partir. Ninou dit effectivement la situation est différente parce que Loïc ne cherche pas à casser le lien entre sa fille et sa mère, contrairement au fils de Chantal. Il y a également Sergio qui rebondit sur le témoignage de Georges et qui dit le meilleur de tous les papis, c'est bien sûr notre papy Bougon préféré. Il n'est pas prêt de ne plus voir sa petite fille, je pense. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On accueille maintenant Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci de prendre mon appel. Je vous appelle parce que, voilà, mon mari vient de décéder de la maladie d'Alzheimer. Ça faisait à peu près 17 ans qu'il avait. Il avait 50 ans. Et ça fait un raz-de-marée dans la famille. Tout le monde est anéanti parce qu'on a eu l'impression qu'on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Il a eu un coma un soir. Il était à la maison parce que je l'avais à la maison avec moi. Je m'occupais de lui. Je faisais tout. Je le lavais, je le rasais, je le faisais manger. Il voyait plus clair. Et un soir, il s'est couché et il a fait un coma. Il s'est jamais réveillé. Et maintenant, dans la famille, on est tous très anéantis. Je voulais savoir si, parmi les auditeurs, il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider pour mon fils, surtout. Pourquoi votre fils... Mon fils a beaucoup de mal. Il a l'impression qu'il lui a pas dit au revoir.
Vous voyez, on a l'impression qu'on a trop grand vite qu'il est parti trop vite. On pensait que, vous savez, que la maladie, qu'il allait plus nous reconnaître, que ça allait encore baisser. Et puis non, il est parti comme ça. Donc, je ne sais pas comment Votre fils revient constamment sur cela, qu'il n'a pas pu lui dire au revoir. Voilà. C'est la brutalité le fait qu'il est plongé dans le coma. Voilà. Et... Oui. Si vous voulez, une semaine avant, à peu près 15 jours avant, il était encore debout. Mon fils, avec sa femme et son petit-fils, vient régulièrement. Tous les 15 jours, il venait manger avec nous, tous les dimanches et tout. Et 15 jours avant, mon mari était encore debout à l'accueillir, même si c'était difficile pour lui d'être debout, même s'il ne voyait pas clair parce que la maladie avait atteint ses yeux, il avait le syndrome de Balmy, mais à la voix, il reconnaissait, il savait, et il était tellement content que les enfants viennent. Et donc, personne n'a compris pourquoi ce coma est arrivé. Mais il reconnaissait quand même. Ah oui, à la voix. Vous voyez, même moi, c'était surtout... Moi, quelquefois, dans la maison, j'étais assise à côté de lui. Il me cherchait d'un autre côté. Mais à la voix, il savait que j'étais là, quoi. C'était à la voix qu'il reconnaissait les gens. Parce que ses yeux il ne voyait pas, quoi. Ses yeux n'avaient rien, mais il ne pouvait pas voir où la personne, dans quelle direction elle était, quoi. Donc... je sais pas comment faire pour aider mon fils parce que... de toute façon, c'est compliqué parce que il va falloir ce temps du deuil. Votre fils, alors c'est un peu à la fois vous étiez dans cette maladie depuis quand même 17 ans. Oui, mon mari a eu la maladie, ça s'est déclaré, on l'a su vers 50 ans. Donc 50 ans, et en même temps, on voit bien que vous ne vous prépariez pas du tout à sa disparition, puisque cette maladie après faisait partie de votre quotidien. Exactement, tout à fait. Et au fond, c'est toujours c'est souvent quelque chose qui revient dans l'entourage des proches, dans cette difficulté du deuil, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir. Alors, on le voit là, dans le cas de la maladie, mais ça arrive, quelqu'un qui perd un proche d'un accident. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'un accident où, dans l'accident, c'est pareil, la personne part. Il y a cette brutalité où la personne n'était pas malade et puis ne revient pas. Donc ça fait partie aussi du temps du deuil et de cette traversée. Donc comment l'aider, j'ai envie de dire, c'est pas vous vraiment qui pouvez l'aider, d'autant que vous-même vous êtes très affecté par cela, puisque dans ce que j'entends, dans ce que vous me dites, Michel, finalement toute votre vie aussi était tournée autour de votre mari. Oui, même mon fils me le disait. Et si vous voulez, pour faire rapide, il y a un an, je vous avais appelé au mois de juillet, mais vous n'aviez pas pris mon appel. J'avais été obligée de mettre mon mari sur les conseils des médecins, parce que mon mari, à partir du mois de juin, un jour, il a dit qu'il mange plus. Et la maladie d'Alzheimer, c'est terrible quand les gens veulent plus manger. Et en espace d'une semaine, il a perdu 10 kilos, quoi. Il voulait plus manger du tout, parce qu'il fallait que je le fasse manger, parce qu'il ne savait plus tenir sa fourchette, il voyait pas son assiette. Donc, je l'avais mis dans une maison dans une maison de retraite, disons, avec l'accord du médecin et tout. Et quand je l'ai vu dans la maison de retraite, il s'en était même pas rendu compte. Et puis un jour, il me dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Alors je lui dis, ben voilà, t'as plus voulu manger, t'as plus voulu faire ci. Et mon mari, bien sûr, à la maison de retraite, comme on le faisait pas marcher tous les jours, il marchait plus. Alors je lui avais dit, ben écoute, il faut que tu remarches, si tu veux que je te reprenne à la maison, il faut que tu remarches. Et ben tous les soirs, c'était pendant le mois d'août, là, même s'il faisait très chaud, tous les soirs, j'allais le faire marcher un petit peu. On a commencé dans l'hôpital, après on est sorti dehors avec un fauteuil roulant, je le faisais marcher sur le parking et tout, et il est revenu à marcher, et je l'ai ramené à la maison. Bien sûr, ça a été dur, parce que il fallait que je me coupe, mais
Moi, ça m'a jamais posé de problème, si vous voulez, de le raser, de le faire manger, de l'habiller, de le laver, tout ça. J'étais toute seule. Mes enfants me disaient, maman, mais tu vois pas que tu vis plus, mais ça me posait pas de problème. Non, ce qui vous pose plus maintenant, ce qui va être compliqué pour vous, outre le chagrin de ne plus avoir votre mari auprès de vous, c'est de redonner du sens à votre vie. Parce que, au fond, toute votre vie depuis 17 ans lui était consacrée. Donc là, vous êtes face à un grand vide, déjà de par sa disparition, mais parce que vous vous occupiez, vous le preniez totalement en charge. Oui. Donc il laisse d'autant plus de vide. Ouais. Avant, je savais, comme on dit, je courais partout, je me dépêchais de faire ça. Le matin, je me levais, je m'occupais de moi pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je savais que c'était à lui. Donc, il fallait que je le sorte du lit, il fallait que je le lave, je l'habille, j'allais le faire manger. Après, je lui faisais sa toilette, je lui faisais son shampoing, tout ça. Mais vous savez, les maladies d'Alzheimer, quelquefois, ils ont la peau très, très sensible. Ils ont mal, même avec l'eau, quelquefois, ils ont mal à la peau, tout ça. Donc, j'avais trouvé le truc, comme le soir, quelquefois, il prenait un somnifère, et ben, je le rasais le soir, quand il dormait. Pour ça, j'étais sûre de ne pas le couper ou n'importe quoi, et ça se passait très bien. Mais c'est vrai que maintenant, je me rends compte que tout tournait autour de lui, mais ça me posait vraiment pas de problème. Tout le monde me dit, mais t'as pas vu ce que t'as fait, mais ça me semblait tellement naturel. Et mon mari a toujours tout accepté de moi, et il me disait toujours, ensemble, on va y arriver. Vous savez, pour votre fils, c'est la façon de traverser ce chagrin, c'est tellement singulier, c'est tellement unique, chacun avance à son rythme, à sa façon, que vous allez avancer d'une façon, votre fils d'une autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est parler avec lui, parler ensemble, vous de votre mari, lui de son père. Oui, mais quand on commence à parler... L'évoquer ? Oui, ça devient... On commence à pleurer, quoi. Mais c'est pas grave. Oui. Mais c'est pas grave. Si vous pleurez ou c'est... Oui, et alors, bon, vous allez pleurer, et puis il y a un moment où vous pourrez parler de lui, un moment où... Il y a des moments où vous allez pleurer, et puis des moments où vous évoquerez certains souvenirs plus heureux, plus... il y aura vous allez passer par différentes phases. Oui. Mais c'est vrai que, je vous assure, Caroline, la maladie d'Alzheimer, ça fait des ravages dans une famille. Parce qu'on voit la personne qui s'en va petit à petit. C'était vraiment terrible. Oui, et en même temps, son départ vous laisse complètement... Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que vous pourriez aussi voir le côté qu'au fond, il est peut-être maintenant libéré de tout cela, votre mari. Oui, c'est ce que je me dis, c'est que je suis peut-être égoïste de vouloir le garder près de moi. C'est pas de l'égoïsme, mais peut-être qu'effectivement, du point de vue de la personne, lui, il a basculé dans le coma. C'est-à-dire, à un moment, bon, il est parti, peut-être que là où il est peut-être en paix. Mais vous savez, à force d'écouter, je me renseignais beaucoup, je suivais tout ce qui concernait l'Alzheimer, mais pour nous, dans la famille, dans notre tête, on s'était mis dans la tête qu'il allait plus nous reconnaître, qu'il allait encore diminuer un petit peu. Vous voyez, on s'était mis que ça allait empirer sa maladie, mais pas qu'il parte comme ça brutalement le soir. Oui. Vous voyez, c'est ça le plus... Parce que ça s'est passé le soir, je lui donnais à manger comme d'habitude, je l'emmène dans la chambre, je le déshabille, je lui mets tout ce qu'il faut, je lui mets sa crème sur ses jambes et tout, je le massais pour qu'il ait toujours des muscles et tout, puis je lui dis, ça va, t'as pas mal, t'es bien. Il m'a dit, non, ça va, tout ça. Et tout d'un coup, il s'est relevé, il a ouvert des grands yeux, et puis il est parti. Il s'est jamais réveillé. Oui, mais il a été très entouré jusqu'au bout. C'est ce que d'ailleurs je reçois un petit message de Sergio qui dit malgré sa maladie, il a dû se rendre compte et sentir au fond de lui de tout cet amour qui l'entourait. Parce que finalement, vous l'avez
accompagné avec une immense tendresse, avec une immense sollicitude. Il y avait les paroles, il y avait les gestes du cœur. Donc vous voyez, vous l'avez vraiment accompagné. Donc même s'il n'y a pas, c'est aussi peut-être tout cela qu'il faudrait pouvoir dire à votre fils. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul, il était chez lui. Vous étiez à ses côtés. Enfin, il était dans son univers. Et vous voyez, quelquefois, je me dis, mais peut-être quand il a fait son coma, peut-être qu'il y a des gestes que j'aurais dû faire. Alors je l'ai mis sur le côté, j'ai fait. Mon fils me dit, mais maman, mais tu pouvais rien faire. Mon fils me dit, mais t'as fait tout ce que t'as pu. Quand tu l'as repris même lui, mon fils n'était pas d'accord que je le reprenne parce qu'il voyait bien que c'était quand même difficile. Mais bon. Mais oui, mais parce que vous, après, vous dites effectivement, vous n'aviez pas les gestes d'une technicienne, mais vous aviez les gestes de la femme qui aimait cet homme et qui prodiguait des gestes d'amour et de tendresse. Et finalement, vous lui avez peut-être permis de partir comme ça, dans un état un peu d'apaisement. Et même là où, au fond, voyez, où on l'a pas essayé de maintenir à tout prix et peut-être de le faire souffrir. Non, ça par contre, non. Et c'est vrai que je ne me rendais même pas compte que mon mari maigrissait. Il n'y a pas longtemps, mon fils a fait développer des photos. Et quand je vois la tête de mon mari, je me dis, mais comment j'ai pas vu qu'il était devenu comme ça, quoi. Oui, mais parce que c'est ça, vous portiez un regard sur lui qui n'était pas celui d'une personne extérieure. Vous ne le voyiez pas tel qu'il était. Non. Je pense vous allez passer par des traversées, des moments comme ça, forcément un peu difficiles, mais je crois qu'il est important d'en parler, de l'évoquer, d'en parler avec lui. Je reçois des témoignages pour conclure. Il y a Alizé qui dit il faut parler de lui absent, entretenir tout ce qui fait que un sourire, elle vous envoie un sourire d'ailleurs, son message j'avais pas bien compris, elle vous envoie un sourire. Cathy qui dit vous avez un courage et un amour extraordinaire. Michel qui dit ma maman aussi avait la maladie d'Alzheimer, elle est décédée à 90 ans le 8 mai dernier, je comprends très bien Michel. First Lisa qui dit quel dévouement, cette dame touchante, le temps l'apaisera. Et puis le subversif dit sa mémoire, évoquer sa mémoire, votre vie de jadis avec lui, les bons moments, les épreuves, revisitez-les ensemble. Il y a également quelqu'un qui me dit j'ai perdu mon père, j'ai mis des années à l'accepter. Le soutien de ma mère a été primordial dans l'avancée de ma vie. Bon courage à Michel. Et puis Dalton qui dit quel témoignage poignant, plein de courage. Osiris qui dit aussi votre dévouement est émouvant. Et un message également du subversif par rapport à votre fils qui dit votre douleur à tous est chaque fois unique et chaque fois légitime, celle de votre fils, la vôtre, partagez-la en paroles, soutenez-vous en évoquant le disparu. Oui. Il y a une association qui exige, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais peut-être votre fils qui s'appelle Vivre son deuil. Peut-être il y a un site où alors c'est vrai que c'est important d'en parler en famille. Apparemment vous avez l'air d'être une famille très unie, très soudée, et ça c'est très important. Mais je vais en parler pour celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas cette chance d'avoir un entourage comme ça familial. L'association s'appelle vivresondeuil.asso.fr. Oui. Voilà. Il y a Vanny qui dit finalement partir comme cela, il y a beaucoup de personnes qui ont des fins de vie plus tourmentées, plus douloureuses et beaucoup moins entourées. Je sais, oui. Je remercie tous les auditeurs, je vous écoute régulièrement. Et avec mon mari, le soir, on avait l'habitude de vous entendre, de vous écouter
quelquefois on passait des bons moments en vous écoutant. Merci Michel et bon courage. Au revoir. Merci beaucoup Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Maggie envoie un petit message pour Michel en disant l'au revoir. C'est l'instant présent qui devient éternel et dans lequel on puise quand tout est fini. Courage, Michel. Bonsoir, Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je suis un peu déconnectée parce qu'il y a eu d'autres témoignages qui sont très profonds et très durs et j'en vois plein de bonnes pensées à cette dame qui a perdu son mari dans des circonstances de brutalité que j'ai aussi connues, mais là il nous reste 1 minute 30 à parler. Oh donc non, 5 minutes, 4 minutes. Oui. Donc je lui envoie plein de bonnes pensées. Merci beaucoup pour Michel. Michel. Oui, vous vouliez revenir sur le témoignage de Chantal, qui nous parlait de son petit-fils qu'elle ne voyait qu'une fois par an. Donc moi j'ai été privée pendant 13 mois de mes petits-enfants. Suite à ma fille est mariée, fréquente à 40 ans aujourd'hui. Oui. Et donc je ne la vois pas. Mais de ce que je voulais dire, c'est que j'ai été privée pendant 13 mois de la présence de mes petits-enfants parce qu'elle a fait un grand clash, ma fille, c'est-à-dire qu'elle avait fait des pré-revolving qui ont bousillé le côté financier de leur couple. Bon, pas en 8 jours non plus, c'était un truc sur longue haleine, quand même, sur 2-3 ans. Et ma fille est partie, a laissé les enfants au mari, et elle est partie habiter chez quelqu'un dans la famille. Moi, je suis à 60 km de mes petits-enfants et de mon gendre et de ma fille. Et cette dame, elle était à 900 km, Chantal. 60 km, c'est pareil quand on les voit pas. Ce que je voulais dire, donc ma fille avait fait ce clash et quand j'ai appelé à Noël, j'ai passé Noël toute seule, ce Noël-là, le dernier, j'ai essayé de soutenir mon gendre au maximum parce que lui, il a perdu, il devenait fou de plus avoir sa femme, il y a eu beaucoup de problèmes, mais je voulais surtout dire que c'est avec le temps que les choses s'arrangent et qu'il faut garder l'espoir. Et le temps fait énormément de choses parce que ma fille est revenue chez son mari depuis après Noël. Oui. Donc ça me fait plus rien du tout d'avoir été seule à Noël, bien que j'ai aussi eu des petits soutiens autour. Oui. Mais je suis très contente qu'elle soit revenue auprès de son mari qui a résorbé l'histoire de l'argent par des prêts. Ce côté-là ne me regarde pas, vraiment. Mais c'était les petits-enfants. Alors, ce que je fais, c'est que je leur envoie des petits mots. J'avais gardé les cadeaux de Noël jusqu'au 10 avril, où j'ai essayé. Ma fille ne me parlait pas, et je pense que il y a soit de la gêne, soit du mépris. Je ne peux pas le dire, parce que le 10 avril, j'avais téléphoné la veille. J'ai eu mon petit-fils et mon gendre qui m'ont dit « Oui, mamie, tu peux venir, viens ». Donc je suis venue, ils étaient assis dehors en train de terminer le repas. Mon petit-fils est venu vers moi, comme si je l'avais pas vu, comme si ça avait été avant-hier, je l'avais vu. Oui. Et le deuxième aussi. Et quand je suis arrivée à la table, j'ai dit bonjour à ma fille et elle a répondu au bonjour. Elle m'a tourné le dos et 10 minutes après, elle est partie en voiture. Alors, très mauvaise mine, ça m'a affectée. Mais c'est le petit qui a rattrapé la situation avec des petits trucs. Mais mamie, viens, assieds-toi là. Et j'ai fait les cadeaux de Noël avant Pâques, si vous voulez. Et je suis restée avec le gendre et les 2 petits-enfants. Et c'était 50 minutes, pas plus longtemps. Mais ça a été très fort et ça a recréé du lien. Oui. Et aujourd'hui, ma fille, elle a anniversaire. Elle n'a plus pris de contact avec moi. On avait une relation pas toujours trop... Vous lui avez envoyé un petit mot pour son anniversaire? Ah oui, un très gentil mot, plein de lumière, mais sans reproche, sans rien. Ah oui, surtout pas, oui.
sans toucher à leur couple, à rien du tout, ni aux petits enfants. Mais c'est un message d'espoir que vous laissez, parce que j'entends la musique. C'est ce que vous adressez à Chantal, de dire que finalement, c'est important, si on retient. Garder confiance, pas brusquer les choses, parce que ça le temps fait beaucoup de choses. Et puis, rester dans le positif. Et ne pas s'impliquer après avec leur histoire avec sa belle-fille et tout ça. Petit à petit, il y a des choses qui peuvent s'arranger. Il faut y croire et il faut garder espoir. Voilà, c'était important de vous entendre. J'espère que Chantal est restée à l'écoute jusqu'au bout. Merci beaucoup, Nicole. Il faut qu'on se quitte. Désolée pour le carillon en pleine figure, mais on doit rendre l'antenne. Merci, Nicole. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, l'heure des informations.